de la impitoyable de la colonisation française en Algérie et ses crimes contre l'humanité. Le déshonneur, c'est le titre de cette émission. On en saura plus avec Amir Nebesh tout à l'heure. Il sera question également avec le professeur Edir Amara, enseignant à l'Institut d'archéologie. Il sera question, bien sûr, de découverte au Sahara central. Vous allez voir, c'est fascinant. On aura plus de détails tout à l'heure. Et nous serons certainement en forme, mais ravis surtout de recevoir celle qui pense à votre bien-être. J'ai nommé Ania, qui va nous parler de fatigue, mais surtout comment être en forme, justement. Eux, ils ne connaissent pas la fatigue. C'est les membres de l'association Diaspora qui viennent de l'autre côté de la rive, donc avec l'Innovation Day. Les détails avec le président de l'association Faisal Kadour et Elias Germoud que nous allons recevoir avec grand plaisir. Quant à Akli Amrouche qui n'est plus à présenter de toute façon, viendra nous parler de son événement, un grand événement qui va être organisé à Alger autour de l'architecture. Voilà en gros, en général, ce qu'on va aborder cette matinée. Nous allons peut-être laisser place aux nouvelles du ciel plutôt. N'est-ce pas, Amal? Bonjour. Oui. Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce qu'on va préparer les serviettes de plage ce week-end? Surtout pour aujourd'hui, oui. Ah bah oui. Déjà ce matin, il faisait un peu chaud. Oui, exactement. Mais c'est déconseillé d'aller à la plage, non. Ça, c'est vraiment à déconseiller. Donc, après le jingle, on en saura plus? Merci, Fella. Merci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Donc bonjour à tous et bon réveil. Bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé, à partiellement voilé sur les régions nord, plus exactement vers le centre et l'est, l'ouest et l'est du pays, avec toutefois de la brume en ce début de matinée. Près des côtes est qui va bien sûr se dissiper, laissant place à un beau soleil. Par contre, vers les régions intérieures et les hauts plateaux, eh bien, on aura des passages nuageux. Mais ces nuages vont donner quelques pluies par endroits sur le haut plateau ouest. La moitié sud, des passages nuageux également, de la Sabra vers le nord Sahara, les oasis, et le ciel restera tout au long de la journée nuageux. Par contre, on aura des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, mais en matinée vers le Bécharoua. Partout ailleurs, rien à signaler, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, mais le ciel deviendra progressivement nuageux, mais en soirée, vers le Sahara central, les oasis et le Sahara oriental. Et à noter des semences de sable durant cet après-midi vers la Saoura, le Nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental. Donc soyez très très prudents. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum pour aujourd'hui 25 degrés du côté d'Alger, 23 à Tizi Ouzou, également à Annaba, 22 Oran, Tlemcen, également Guelma, 21 à Tiaret, 19 Sétif, 20 degrés à Batna, 16 degrés Djelfa, 17 à Al-Bayt, au sud 20 degrés à Béchar, 25 Biskra, également Janet, 22 du côté de Gardaya, 29 à Insalah, 26 Tindouf, 27 à Ilizi, 28 degrés du côté d'Adrar et 33 à 36 degrés l'extrême sud et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 36 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes, avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h et les vents sont de secteur sud. On va faire un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord. Le ciel restera nuageux durant cette journée du côté de Washington, Mexico, mais des nuages chargés de pluie à Vancouver. Le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Montréal et Dallas, partiellement voilé en Californie, également Miami et New York. Le mercure affichera moins 10 degrés à Montréal, moins 2 Washington et Dallas, 8 à Vancouver, 1 degré à New York, 21 en Californie, 20 degrés Mexico et enfin le maximum cette fois-ci à Miami avec 27 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure.
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Une autre question, Amel, on doit éteindre les chauffages ou c'est trop tôt? Non, non, c'est trop tôt. Non, il faut laisser en veille, donc, mais il faut toujours laisser le chauffage. Hein. Mais c'est incroyable les températures. La nuit déjà il fait froid aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Pas beaucoup. Oui, mais bon, il y a des frileux. Pas comme, enfin, il y a quelques semaines. Oui, oui, oui. Il faisait vraiment parce que froid. la température allait un peu remonter, même le soir. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est normal? En Europe, il paraît qu'il fait très froid. Notre ami Kamel Louafi, le paysagiste, m'a appelé hier. Il m'a dit qu'il faisait froid. Qu'il faisait très froid, mais il gelait même. Et donc il n'arrivait même pas à faire du vélo. Oui, oui, ça c'est dû au réchauffement climatique, ça c'est les conséquences. Hein. Ah, mais malheureusement, oui. C'est incroyable. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Amel. Donc, on saura quoi faire ce week-end. Exactement. Et pour bien commencer la journée, je te propose une chanson, une très belle chanson. Il s'agit du groupe Day. Groupe Day qui a été créé en 2009 à l'issue d'une rencontre magique entre une bande de copains. Qui habitent dans le quartier de Hussein Day. C'est pour ça qu'il s'appelle Groupe Day. Et on va écouter tout de suite Ana Jazairi. Je dirais même plus, Ana Jazairi est fière de l'être. Exact. Voilà. Pourquoi vous le dites comme ça avec, parce que c'est un plaisir. Parce que j'allais te laisser ma place. Ah ben non. Ça va. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, pas trop fatigué? Ouais, non, non, ça va. On t'a réveillé tôt quand même. On est habitué à cela.
Alors, Amir, tu es là et c'est un grand plaisir de te recevoir, de partager un bout de matinée avec toi. Merci. Mais c'est pour parler justement d'une émission, d'une grande émission qui a été lancée dernièrement. Et elle passe tous les vendredis. Le déshonneur. Oui, pourquoi ce titre? Écoutez, le déshonneur, d'abord c'est une émission qui a été lancée, comme vous le dites, il y a exactement 4 semaines de cela. Donc on est très content d'avoir déjà préparé et réalisé et diffusé déjà 5 numéros de cette émission qui est à mon sens très très importante. Cette année, c'est une année particulière, hein. C'est le 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de novembre. Et puis dans la dynamique de la chaîne Canal Algérie, sa vocation est aussi liée à la transmission de notre histoire et de revenir sur, bien sûr, cette grande histoire qui est la nôtre, qui est aussi parfois très très dure et dramatique quant à la colonisation française en Algérie dès 1830. Donc à travers cette émission, nous essayons, avec Zoher Bendimred, avec lequel j'ai le plaisir et l'honneur de travailler en duo dans cette émission, parce qu'on vous le dit... Co-présenté, oui. Oui, c'est un exercice nouveau peut-être pour nous deux, hein, parce que tous les deux, on avait des émissions individuelles respectives, et puis là, on travaille en duo, c'est un autre exercice. Des expériences clair. aussi. Oui, c'est clair. Zoher a son côté... journaliste qui pose les bonnes questions et moi, comme je suis quelqu'un qui est très très attiré par la partie archivistique, donc je m'y attelle, j'essaie de trouver des documents, des témoignages aussi pour les proposer aux invités au sein de ce grand plateau qui est le plateau principal de la télévision algérienne. Tu nous as habitués à des magnifique émission sur le cinéma autour de beaucoup de c'est-à-dire même dans le ciné thématique, je peux vous dire qu'on était pratiquement à 70% des films qui parlent de notre grande révolution. Après, pour être, c'est-à-dire très très actuel sur ce qui se passe, nous avons remarqué que notamment en France, et pour dire que certains médias de l'extrême droite font du commentaire. Et certains ou pseudo-journalistes et commentateurs et chroniqueurs se lancent dans des déclarations ridicules et fallacieuses qui soi-disant remettent en cause la vérité sur ce qui s'est passé en Algérie. Nous, notre devise, c'est la pédagogie, c'est les aspects scientifiques, c'est la recherche. L'histoire, elle est faite par les chercheurs, elle est écrite par les chercheurs, par des gens qui ont travaillé des années et des années pour dire avec certitude, avec des arguments factuels, ce qui s'est passé. Donc, oui. Si tu permets, Amel, on va regarder peut-être un petit extrait et on reviendra vers toi. Avec plaisir. Frantz Fanon disait « La colonisation est une négation systématisée de l'autre, une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. » Le déshonneur, c'est également d'avoir envoyé une armée composée de brigands et de mercenaires qui s'adonnent avec joie à l'assassinat, au meurtre, au vol, au viol. Au nom de quoi? Au nom de la civilisation. C'est un crime colonial que de séparer toute une population. Un criminel ne reconnaît jamais moralement son crime. Il peut le reconnaître physiquement, mais jamais moralement. L'invasion et l'occupation de l'Algérie avaient été préparées de longue date. En fait, il y a dès 1808 Napoléon qui envoie un colonel, Vincent-Yves Boutin, pour venir faire des plans de la topographie, des fortifications de la ville d'Alger. Bienvenue dans cette émission, cet espace de débat qu'on a décidé d'intituler « Le déshonneur ». Des intervenants de qualité, hein. Ah oui, il le faut. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très très important de donner des éléments, encore une fois,
très factuel et basé sur des recherches, encore une fois, scientifiques. On vient de voir, par exemple, concernant la première émission qu'on avait réalisée avec, il y avait Idil Hachi, qui est notre spécialiste du 19e siècle. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur les déportés. Beaucoup d'années sur ce qui s'est passé dès 1830 en Algérie. Boukhalifa Amazigh, scénariste et journaliste spécialisé dans le mouvement national, l'histoire du mouvement national. Maître Ben Baraham, bien sûr, Fatem Zahra, est une avocate et spécialiste dans le droit, dans l'histoire. Donc vous voyez un petit peu cette configuration qu'on a voulu dès le départ installer et instaurer dans cette émission, avec bien sûr à chaque fois de nouvelles thématiques qu'on aborde. On avait commencé bien sûr avec l'invasion de 1830, avec tout ce qu'elle avait engendré comme violence de la part, bien sûr, du colonisateur français. On a parlé des enfumades, des emmurades, mais pas que, de l'expropriation des terres, de l'anéantissement de la population algérienne presque systématique et systémique. Ça vient après. Oui. Après, on avait bien évidemment avec un saisissant témoignage de M. Agran qui est venu presque s'effondrer sur le plateau du déshonneur, parce qu'il fait partie d'une famille qui a été décimée par la France coloniale. Il a vu, il était tout petit, mais ses frères ont vu leur maison brûlée avec tout ce qu'elle comportait comme mémoire et souvenirs. Et puis il a perdu sa mère et son père. Donc, je dirais que dans les familles algériennes, pardon, je t'ai interrompu, dans les familles algériennes, on trouve toujours quelqu'un de la famille qui a une histoire, qui a été torturé, qui a été déporté. C'est pour ça qu'il y a, je pense, il y a quelque chose de particulier chez les Algériens. Ce patriotisme, cet amour pour l'Algérie, c'est là, on comprend à travers notamment cette émission pourquoi il y a ce lien particulier avec l'Algérie. Non, mais c'est clair. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire ce qu'il faut dire, ce que nous revendiquons en fait, d'une manière très objective d'ailleurs. On fait pas je parle avec beaucoup d'objectivité parce que le métier nous l'impose et les responsabilités aussi nous l'imposent. La colonisation française en Algérie est une colonisation particulière, exceptionnelle, de par sa barbarie, sa sauvagerie, tout ce qui a été entamé en Algérie par la colonisation française, les crimes coloniaux, les massacres, la torture, tout ça a duré 132 ans. Ce n'est pas quelque chose qui a duré 3-4 années, c'est quelque chose qui a duré un siècle et presque et demi de colonisation. Donc, plusieurs générations. J'allais dire que toute la population algérienne, d'une manière directe ou indirecte, a été affectée et elle est affectée jusqu'à ce jour. C'est ce que nous disons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir indemne d'une colonisation de 132 ans. Beaucoup portent les stigmates de cette colonisation aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, elles en souffrent jusqu'à ce jour. Et on ne peut pas, parce que certains disent oui, c'est fini, on a fait tout ce qu'on a dû faire, de l'autre côté bien sûr. Et on ferme la page, etc. Non, l'histoire est très très importante. La semaine dernière, on avait parlé par exemple des explosions nucléaires dans le sud du pays. Est-ce que vous vous rendez compte que les bombes qui ont explosé en Algérie sont exponentiellement plus fortes que celles de Hiroshima et de Nagasaki, avec toutes les conséquences terribles sur à la fois l'être humain, parce qu'aujourd'hui, en 2025, on a des malformations congénitales, on a des femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants, on a des aveugles, on a des enfants qui sont atteints de cancers très très rares, on a l'environnement qui est jusqu'à ce jour contaminé et il lui faut 24 000 ans pour s'en débarrasser. Vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Il faut préciser qu'on n'a pas la cartographie. On n'a pas encore remis les... Mais ça fait partie, j'allais dire, du packaging colonisateur ou de la colonisation. On n'a pas beaucoup de choses. Toutes les archives sont confisquées. C'est le même cas pour les mines, qui ont été
implantés ou plantés dans le sol ou dans les terres algériennes. Jusqu'à aujourd'hui. Heureusement qu'il y a eu un effort considérable de la part de l'armée algérienne qui a travaillé durant des années pour mettre hors danger la population et les populations. On a des gens qui ont été handicapés, les dégâts sont irréversibles. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on est en train de dire, c'est que hier par exemple on a célébré cette journée du martyr, la journée du shahid. C'est très très important en fait, parce que aujourd'hui il faut en parler, il faut faire l'éducation, il faut transmettre cette histoire parce qu'elle est importante. Moi, je dis toujours, quand je parle par exemple avec Hassan Arab ou avec Amazit ou avec Zoher, ou quand on discute comme ça en off dans une émission, je leur dis, mais écoutez, franchement, la proclamation du 1er novembre n'est pas un texte qui est juste adressé aux Algériens. C'est un texte universel pour la dignité et la liberté des peuples et leur indépendance. Donc, cette réalisation liée à la révolution algérienne, c'est un manifeste international, c'est un manifeste universel, c'est un manifeste qui est destiné à toute la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être certains s'en étonnent ou disent ouais, il y a une sorte d'exagération peut-être algérienne. Non, pas du tout. Les Algériens sont intrinsèquement révolutionnaires. Et tellement, je vous le disais tout à l'heure, tellement qu'ils étaient affectés et touchés et brisés par cette colonisation, qu'ils ne supportent pas aujourd'hui de voir ce qui se passe à Gaza ou dans d'autres lieux, là où l'oppression continue au nom de je ne sais pas quoi. On est en 2025 et cette révolution a été enfantée, j'allais dire, dès 1830 avec les résistances. Et elle a bien évidemment pris forme avec le mouvement national et à partir de 1945, il y a eu cette grande prise de conscience qui a fait ressortir cette génération de révolutionnaires Pour terminer, Amir, 2 mots sur l'émission de la semaine prochaine, de vendredi prochain. De cette semaine. On est mercredi. Oh, oui, c'est vrai, on est mercredi. Alors, de cette semaine. Alors, je vais vous dire, pour cette semaine, ça sera le vendredi, 21h. Et là, on va aborder un autre dossier très, très sombre de la colonisation algérienne. C'est l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, et ces attentats et ces crimes qui ont été commis contre le peuple algérien. Voilà, donc il y aura bien sûr Boukhalifa Amazit, on aura le plaisir d'accueillir M. Ali Fatah Ayadi, le réalisateur qui, il faut le dire, il faut le souligner, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le mouvement national, travail extraordinaire de la révolution algérienne, et lui-même il a fait un très 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 intéressant travail sur l'OAS et sa création. Merci beaucoup Amir, donc on reste dans le devoir de mémoire et on va regarder tout de suite un reportage qui a été fait par Amel Bouakba et qui revient sur la célébration de la journée du Shahid. Regardons. En cette journée nationale du Shahid, le devoir de mémoire est essentiel pour rendre hommage aux millions de martyrs qui ont donné leur vie pour que vive l'Algérie. Chargée de symboles, cette date rappelle l'héroïsme des combattants de la guerre de libération nationale, mais aussi de toutes les luttes antérieures contre l'occupation française. Si la commémoration de cet événement incarne un rappel du lourd tribut payé pour l'indépendance, c'est aussi un appel à préserver les valeurs d'unité, de solidarité et de patriotisme léguées par les Chouhada. Fidèle à son passé révolutionnaire, l'Algérie met un point d'honneur à préserver et valoriser la mémoire nationale en veillant à son enseignement aux nouvelles générations. Il faut dire que le mois de février occupe une place particulière dans l'histoire de l'Algérie. De nombreux faits marquants qui se sont déroulés durant ce mois sont liés à la lutte pour l'indépendance et la mémoire nationale. C'est le cas de l'organisation spéciale créée en février 1947, une organisation qui a été le vivier de nombreux futurs dirigeants de la glorieuse révolution, dont des figures emblématiques comme l'Arbi Ben Mehdi, Ziroud Youssef, Didouche Mourad, Abban Ramdan, Mustafa Ben Boulaïd ou encore Krim Belkacem. Mais derrière tous ces leaders historiques, c'est aussi tout un peuple qui s'est levé pour sa liberté. Car la guerre de libération nationale n'a pas été uniquement l'œuvre des chefs militaires et politiques, elle a été portée par des millions d'Algériens de tout âge et de toutes les régions du pays. C'est durant ce mois également, précisément le 18 février 1957, que les Nations Unies ont adopté la résolution 1012, reconnaissant au peuple algérien son droit à l'autodétermination, ce qui a représenté un tournant diplomatique majeur pour l'Algérie.
Ce mois de février est lié à d'autres événements douloureux qui ont marqué la mémoire collective, notamment les explosions nucléaires françaises menées à partir du 13 février 1960 dans le sud algérien, le bombardement du village de Sarkiet Sidi Youssef le 8 février 1958 ou encore la construction de lignes barbelées, minées et électrifiées ainsi que l'implantation de mines antipersonnelles en février 1959. Au-delà de la commémoration de la Journée nationale du Shahid, ce mois rappelle constamment le lien indéfectible entre la mémoire nationale, le sacrifice des martyrs et les grandes décisions qui ont façonné l'avenir de l'Algérie. Donc retour sur le plateau, nous restons toujours avec vous, nous sommes toujours avec vous et nous vous proposons à présent de rester toujours dans le sujet de l'histoire, mais l'histoire sur une autre dimension. Donc, notre chapitre. À notre chapitre, une autre dimension. Donc bonjour Monsieur Idir, professeur Idir Amara. Oui. Donc vous êtes professeur en archéologie, spécialiste en archéologie. Vous revenez d'une mission du Sahara central, c'est ça? Oui. Et vous êtes aussi le coordinateur d'un grand événement qui va être organisé le 25 février prochain. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vous, Amara. Merci pour l'invitation. Je tiens à remercier la direction de Canal Algérie. Je tiens aussi à remercier mes collègues, la direction de l'Université Alger 2 qui soutient mes activités, la direction de l'Institut d'archéologie qui soutient aussi mes sorties, mes missions dans le Sahara central et principalement, plus précisément, la Tassili de Tanahagar. Je prononce comme les Touaregs le prononcent. C'est tout le versant méridional du massif de la Hagar qui plonge, qui glisse doucement jusqu'au nord Niger et jusqu'au nord Mali et un peu la Libye. Donc c'est dans cette zone-là que j'interviens, qui est riche en patrimoine. Depuis combien d'années? C'est une région que j'ai connue déjà en 1986. Quand j'étais tout jeune étudiant, et que j'ai redécouvert les autres massifs en 91, 92, et puis depuis 2003, je suis resté accroché, attaché à ce vaste territoire et qui va au-delà des frontières, parce que c'est la même unité géologique, c'est la même histoire qui se raconte depuis le haut plateau de Tamanrah, 7400 mètres d'altitude, jusqu'au cuvette d'Ingazam à 300-400 mètres d'altitude. Vous voyez donc le dénivelé, c'est très amusant de découvrir cette nature minérale. Alors, on va peut-être regarder un petit extrait tout de suite pour un petit peu donner un aperçu de cette immensité du Sahara aussi, s'il est prêt. Moi, j'ai mis 20 ans pour revenir et retrouver la grotte. Parce que des grottes comme ça, elles sont très rares dans le Sahara. Elles sont très rares, surtout avec un remplissage archéologique important. Pour moi, cette grotte a servi de lieu de ralliement aux populations pastorales qui se retrouvaient ici périodiquement pour pratiquer un rite que je ne saurais vous expliquer, mais quand on regarde la forme générale de la grotte, on peut bien comprendre
que ce lieu-là a servi à l'expression de pratiques dont l'animal bovin est le sujet principal. Il n'y a que moi là. Alors, on regardait un petit peu les images et on se disait, comment vous faites 20 jours, vous restez On reste en minimum 20 jours parce que avant 20 jours, c'est pas assez. Après 20 jours, la biologie humaine commence à réagir. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier mon ami et directeur de l'Office national du parc de la Hagar et la direction de la culture de Tamanrasset, parce que c'est grâce au soutien matériel, la logistique et même personnel du parc de la Haga que j'arrive à faire ce que je fais, parce que ce n'est pas évident, c'est très très difficile en milieu extrême. On n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture. On regardait sur les images, il y avait la grotte de Tel El Feza. C'est la première, l'unique grotte qui a été découverte dans la région. Dans tout le Sahara central, il y a beaucoup d'abris. Il y a beaucoup d'abris que l'homme avait fréquentés par le passé, il y a quelques milliers d'années. C'était ses résidences, ses habitats préhistoriques. Mais la seule grotte qui présente un remplissage anthropologique, donc tous les restes de l'activité humaine, pour l'instant, c'est la seule que je connaisse. C'est ça qui fait la particularité de cette grotte. Il y a d'autres grottes. À côté, il y a 2 ou 3 grottes d'envergure, avec des gravures, avec des peintures, etc. Mais elles n'ont pas de remplissage. Il n'y a pas de reste sédimentaire parce que nous, on interroge le sédiment. Ça veut dire que toute l'histoire de l'humanité, elle est emprisonnée dans ces sédiments. Et c'est là qu'interviennent maintenant les nouvelles méthodes d'analyse, les nouvelles méthodes d'études. C'est de mieux gérer son temps et pour mieux faire sa fouille et interroger le sédiment qui va nous délivrer tous les secrets de l'activité humaine que le sédiment a enregistré depuis des milliers d'années. Vous savez, on peut remonter à 10 000 ans, c'est la période qui m'intéresse. Moi, je travaille sur la fin des derniers bouleversements climatiques très rudes. Au niveau climat, il faisait très froid. Et les premiers millénaires où on commence à rentrer dans un siècle de réchauffement climatique, et nous sommes dedans, nous sommes dans l'Holocène. Vous voyez donc la géologie ou l'histoire de la Terre se partage en plusieurs étages. Nous, les archéologues, on travaille sur le dernier étage qu'on appelle Quaternaire. Et le Quaternaire, on le partage en 2 séquences. L'ancienne période qu'on appelle Pléistocène, qui est très froide au niveau global, et très aussi glacial chez nous en Afrique du Nord. Il n'y a pas de glace, mais un climat très froid. Mais à 10 000, 11 000, 10 000, on rentre dans un cycle de réchauffement aussi global et nous sommes dedans. Vous avez parlé de Quaternaire, je crois, je prononce bien, je prononce bien le mot. Pour les profanes que nous sommes, comment le définir ? Le Quaternaire, c'est l'actuel au fait, c'est le dernier étage qui est en train de se former sur le plan géologique. On a l'âge primaire, où c'est la Terre qui commence à se former, l'âge secondaire, l'âge des dinosaures, etc., le Crétacé, etc., et puis le tertiaire, avec le volcanisme, etc. Et puis, à la fin du volcanisme, du tertiaire, on rentre dans le Quaternaire, il y a 2 600 000. Et justement, l'une des découvertes importantes et qui fait que l'Algérie est aujourd'hui hissée au plan international au premier rang, parce que mon collègue et qui était mon professeur, Mohamed Sahnouni, avait, dans les années passées, il y a quelques années, 5-6 ans, découvert des traces sur de l'os que l'homme a laissé. Et ces traces-là, ce qu'on appelle des stigmates et des traces de boucherie, et qui remontent à 2,4 millions. Vous voyez donc le premier geste, la première trace d'humanisation de l'espace Algérie, et même nord-africain, c'est du côté de Sétif, à Ain Hnesh. C'est un des berceaux de l'humanité. Voilà, c'est Al-Kharba, Ain Bouchret, c'est un complexe industriel de cette activité préhistorique qui remonte à 2,4 millions. Et vous m'avez dit que ce n'est pas fini. Si on découvre le moindre indice, ça peut encore remonter à plus loin que ça.
Moi, c'est tout ce que je lui souhaite, de découvrir un petit os qui va nous dire que l'homme est là. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie est un pays continent, enraciné dans l'histoire et la préhistoire. Oui. Quels sont les derniers sites fouillis qui traduisent cette richesse? Alors, si je parle que du niveau de notre institut d'archéologie, et d'ailleurs c'est le seul au niveau national, il n'y a pas un deuxième institut, et je dirais même au niveau maghrébin, le seul institut où on fait de l'archéologie, c'est à Alger, Alger 2. On a 18 fouilles sur toutes les périodes, de la préhistoire jusqu'à la période la plus récente. Et les sites, il y a des sites anciens connus qui sont fouillés, repris par des collègues. Et il y a des sites nouveaux, inédits, et cela c'est pratiquement moi, avec mes collègues, qui ont redécouvert ces sites qui n'étaient pas connus et que je fais connaître à la communauté scientifique et au grand public algérien pour qu'ils prennent, pour qu'ils fassent attention à son patrimoine et à protéger cet héritage commun. Et je rappelle que une équipe algérienne, vous êtes assisté par une dame qui est à Montpellier, une Algérienne, oui. et aussi Djilali Hadjouis. Qui vont participer au colloque. Oui. Donc, et une équipe est en train de se former autour d'un grand projet ambitieux. Nous nous interrogeons ce passé lointain qui nous est commun. Et autour de ce projet, j'ai réussi à réunir une équipe pluridisciplinaire. Djilali Hadjouis, un ami, et était aussi... Qu'on voit à l'écran. Il est là. Ouais. Djilali Hadjouis qui est l'un des plus grands, je peux dire, l'un des plus grands paléoanthropologues et paléopathologistes au monde, pas seulement en Algérie. Il est d'un rang mondial. Reconnu mondialement, avec de nombreuses publications. Il participe à ce projet qu'il mène avec moi, qu'on mène ensemble. Il y a aussi ma collègue et amie Ilham Bentaleb, docteur en biogéochimie, et c'est très très important, cette manière aussi... Une compétence algérienne aussi, une compétence algérienne. Remarquable. Elle était formée à Babzouar. Elle a fait ses études à l'ESTHB de Babzouar, puis elle est partie faire sa thèse, comme nous tous. On est tous partis faire nos thèses à l'extérieur. Et elle a fait le tour du monde pour revenir comme enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier. Il y a aussi ma collègue Yasmina Damouche, ici, et qui m'accompagne aujourd'hui, qui est, elle, la directrice. C'est elle qui s'occupe des fouilles que je dirige, avec aussi l'ensemble des étudiants qui participent, parce qu'on a besoin aussi de former une nouvelle génération qui va prendre en charge ce patrimoine archéologique. On va parler de l'événement qui est prévu le 25 février. Il s'agit de quoi exactement? C'est à cause de tout cela, tout ce travail que nous avons fait depuis des années. Et quels sont les participants, les sommités qui participent à cet événement? Cet événement aura lieu le 25 février à l'Université d'Alger 2. Il y a donc Djilali Hadjouis qui va prendre la parole pour nous expliquer les problématiques de cette préhistoire et de cette archéologie algérienne. Il y a l'ensemble des chercheurs enseignants de l'Université d'Alger 2, de l'Institut d'archéologie, qui participent à cet événement. Il y a les géologues et sédimentologues, etc., de l'Université de Babzouar qui participent à cet événement. Il y a des collègues qui nous viennent d'un peu partout des universités algériennes participer et apporter leur petite pierre à cet événement que nous allons essayer de pérenniser pour que chaque année, ou au moins chaque 2 ans, permettra à la communauté scientifique nationale de se réunir et de débattre sur le devenir de la recherche fondamentale en Algérie. En tous les cas, le Sahara, vous m'avez dit que c'était l'enregistreur de tout ce qui se passe actuellement. Il est fondamental pour dire que nous, on mène sur le plan climatique, surtout. Voilà, on mène des recherches sur des domaines assez compliqués pour le simple des mortels, mais justement, c'est le fait que c'est compliqué, ça nous intéresse. On essaie de répondre à ces questions par des méthodes qu'on met en place, que ce soit sur le plan climatique, par exemple. On sait qu'il y a des bouleversements importants qui se passent actuellement, que ce soit sur la question de peuplement, d'où sont venus ces gens, quel était leur patrimoine, quelle était leur histoire, etc. C'est pour ça qu'on fait de la paléogénomique
pour s'interroger quels étaient les pathogènes de l'époque, les maladies développées par l'homme, quel était son régime alimentaire, quelles étaient ses filiations. Donc le spectre de la recherche, elle est très très diversifiée et ça devient très passionnant pour nous déjà les chercheurs et le grand public. En tous les cas, c'est passionnant et on reviendra sûrement vers le sujet après l'événement. Pourquoi pas? Oui, merci. Nous on est là pour répondre à toutes les questions. Je vous remercie infiniment, professeur Ider Amara. Voilà, je vous remercie moi aussi. Je rappelle que on attend beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas que ce colloque soit comme ça. On attend beaucoup de monde pour le 25 février. Merci pour l'accueil. C'est nous qui vous remercions. Donc on rappelle que c'est le 25 février à Alger 2, Bouzaléa, l'université de Bouzaléa, organisé par l'Institut d'archéologie. Merci à vous. Merci. Nous allons maintenant du côté de Blida. On va regarder un reportage que nous propose Samia Bouharour. Samia Bouharour qui a accompagné l'association Al-Badr et les enfants cancéreux. On va regarder ça tout de suite. Cet événement sportif et culturel a été organisé dans le but de sensibiliser et de mobiliser la communauté autour de la lutte contre le cancer de l'enfant et de soutenir le projet de l'association Al-Badr pour la construction d'un hôpital dédié à la prise en charge du cancer de l'enfant à Blida. Le cancer de l'enfant, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement dans la mesure où nos enfants sont vraiment précieux. Et l'association a bien sûr pour objectif de construire un hôpital Al-Ihsan d'oncologie pédiatrique à Blida. Et là, ce projet, cette manifestation, ce relais contre le cancer, c'est la manifestation de notre solidarité avec les enfants atteints de cancer et c'est pour justement faire la promotion de l'hôpital d'oncologie pédiatrique qu'on va construire, Inch'Allah. عندي مرض في ركبتي اسمه أوشكينغ. أنا حاب شغل درنا هكا جهة شغل تاع ألعاب تاع الصغار، جهة منا تاع وين ياكلوا هكا، جهة منا وين يبيتوا وين يداووا هكا ويقراو. بتقرا أيوم أنا تقرا راكلاش. مانيش نقرا لاخاطش راني ندير في راديو ثيرابي. أنا باغيين يديروا لنا مدرسة هنايا باه نولوا نقراو فيها لاخاطش ما كملناش الدراسة تاعنا لازم نكملوها. Durant 7 heures, ces équipes, clubs et associations se succèdent et se relaient en marchant et en courant sans interruption pour exprimer leur dévouement et soutien aux enfants atteints du cancer. Je suis une étudiante en médecine en 6e année et je suis un membre d'association, ça fait 2 ans. Le relais contre le cancer, c'est un événement où on montre notre encouragement, notre soutien pour les cancéreux et notre encouragement et soutien avec persévérance avec eux. C'est pour ça c'est le concept de relais, c'est d'avoir l'endurance, de toujours avoir avancer et surtout encourager les malades. Entraîneur de Penchaxilat, Blida, nous représentons la fédération des arts martiaux et au niveau de Blida, la Ligue des arts martiaux. DGS هي اللي استكلفت بهذه التظاهرة. في الحقيقة هي جمعية بدر لمرضى السرطان دارت هذه التظاهرة وعرضت دارت كما نقولوا احنا دعوة عامة للجمعيات ورانا نشاركوا فيها ان شاء الله بربي ونقدموا حاجة باش يعرفوا السيل تاعنا ويعرفوا واش عندنا هنا في البلاد ان شاء الله. Je remercie d'ailleurs l'association Al-Badr pour cette initiative qui est louable. On espère qu'il y aura d'autres initiatives dans ce sens pour soutenir ensemble, on est venu en famille pour soutenir justement les enfants atteints du cancer, pour leur permettre aussi d'avoir une prise en charge convenable. Ce genre d'initiative qu'on espère dans le futur, on multiplie les initiatives de ce genre pour justement donner la possibilité à l'ensemble des enfants atteints du cancer
d'avoir justement les structures nécessaires pour une prise en charge de ces enfants atteints de cette maladie. طالبة في جامعة البوليدة 2 نقرا حقوق. جيت اليوم مع الكلوب ميديا لمكافحة أمراض السرطان. إن شاء الله نعاونوهم باش يبنيو سبيطار وكامل. لازم أي شخص مسؤول سواء كان صغير كبير لازم يعاون يا لو كان بشوية. حاجة بسيطة قادر تسيد دير الفرحة لأشخاص بزاف مرض. رانا في مصطفى شاكر في هذه الأجواء الله الله الشابة مع العائلات ومع الأطفال وما ننساوش هذوما الأبطال تاعنا بمناسبة قايتين في مدينة الورود. وشن هي رانا ندعموا ونسقوا ونساهموا مع الأطفال مساكن صحاب السرطان. Je veux les soutenir, je veux les soutenir parce que je suis venue avec mon papa pour les aider. Il faut pas perdre d'espoir parce que vous avez encore beaucoup d'espoir en vous. Cette association, à la fois sportive, culturelle et festive, est le reflet d'une grande solidarité et engagement collectif à soutenir les enfants cancéreux. Et parce que la santé est le capital précieux le plus important dans notre vie, nous avons avec nous nous avons le plaisir de recevoir Ania Srer. Bonjour Ania. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et vous? Vous avez passé un bon... Non, c'est pas le week-end. Vous savez ce qui se passe? Oui. C'est qu'on n'a pas l'habitude de passer le mercredi. C'est vrai. C'est Oran qui... c'est Oran. Pour moi, on est le dimanche. Donc, voilà. C'est pour ça que là, je perds un petit peu le fil. Donc, vous êtes médecin, nutritionniste... pas nutritionniste, nutrithérapeute. Exactement. Voilà. Donc, on l'oublie aussi quelquefois. Et vous allez nous parler aujourd'hui de fatigue chronique. De fatigue chronique. Fatigue chronique qui est un phénomène qui se répand de plus en plus dans la société. Et chez toutes les personnes, pas uniquement les personnes âgées. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Ça touche tous les âges. Donc qu'est-ce que c'est? Avant d'avoir des détails sur la fatigue chronique, on va regarder peut-être le jingle et on revient juste après. Alors Ania, on disait que effectivement la fatigue c'est un phénomène et un fléau qui se répand de plus en plus chez tout le monde. Il n'y a pas d'âge. C'est quoi quelles sont les raisons et les symptômes? D'accord, donc on va d'abord commencer par les signes, comment reconnaître et qu'est-ce que c'est exactement. La fatigue chronique, il faut savoir déjà la différencier de tout ce qui est fatigue passagère ou fatigue qui a une cause bien précise. Car aujourd'hui, on va parler de fatigue chronique qui est liée à un état où on va se sentir tendu sur un plan musculaire, se sentir fatigué, se sentir irritable. Ces trois parties rentre dans ce qu'on appelle un syndrome, qu'on appelle le syndrome fibromyalgique. Carrément. Donc, si vous vous sentez, si un individu se sent fatigué sans qu'il y ait une raison particulière, c'est-à-dire un manque de sommeil qui est fréquent, qui est perturbé, c'est-à-dire ils ont un rythme de travail ou autre qui fait qu'ils ne dorment pas bien et que ça dépasse 6 mois, ça peut être sur plusieurs mois, voire des années. Il faut différencier de tout ce qui est fatigue passagère. S'il n'y a pas de raison bien apparente comme une période de deuil ou une période de burn-out ou une période où il y a ce qui expliquerait cette fatigue et cet état de douleur musculaire, là, on va faire d'abord un bilan général pour voir s'il n'y a pas une maladie organique qui donne aussi cette fatigue et ces douleurs musculaires. C'est le premier pas à faire pour arriver à diagnostiquer ce syndrome de fibromyalgie. Une fois qu'on a fait un bilan général et un bilan aussi d'auto-immunité, car il y a des maladies auto-immunes où les cellules de notre propre corps ne se reconnaissent pas entre elles et font qu'il y ait cette réaction inflammatoire et cette douleur musculaire. Là, on va éliminer par un bilan biologique, une prise de sang toute simple, les maladies auto-immunes. On va aussi éliminer tout ce qui est maladie organique. Et une fois
On appelle ça d'ailleurs un diagnostic d'élimination. Une fois que tout ça a bien été éliminé et qu'on observe que cette fatigue persiste avec ces tensions musculaires, ce petit côté stressé, irritable, d'ailleurs ce n'est pas facile à vivre. Vous imaginez, il y a des personnes qui sont tellement constamment fatiguées qu'ils vont finir par croire que c'est ça l'état normal. Ils sont tellement tendus tout le temps, ils ont des douleurs musculaires qu'ils oublient qu'est-ce que c'est de se sentir être dans un état normal. Et ça peut même mener à des dépressions. À quel moment il faut s'inquiéter vraiment? Il faut s'inquiéter justement lorsque on arrive à cette étape-là où on croit qu'on ne peut être que fatigué. On ne répond pas d'ailleurs même à un sommeil. Le sommeil n'est pas réparateur. C'est-à-dire on a beau dormir, comme je l'ai dit, il faut écarter tout ce qui est manque de sommeil. C'est-à-dire même si on dort 8 heures, on fait ses 8 heures ou ses 10 heures, on se réveille fatigué. Voilà. Et là, on a fait le bilan, on a tout écarté, on va poser le diagnostic de syndrome fibromyalgique. On va dire que c'est un syndrome fibromyalgique. Voilà. Souvent, il y a des personnes qui disent qu'on a fait tous les bilans, mais tout va bien. Et je ne comprends toujours pas cette fatigue. Et c'est ça qu'on appelle justement syndrome fibromyalgique. Donc, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a causé ça au final? Eh bien, ça fait quelques années, on disait que le syndrome fibromyalgique était idiopathique, d'élimination. Attention, une fois qu'on a tout éliminé. Il était idiopathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause, tout simplement. Mais ces dernières années, les pistes se sont éclaircies. Ça veut dire qu'il y a toujours une cause. On incrimine, bien sûr, plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que ces personnes ont tendance à être intolérants à certaines toxines qui proviennent d'une alimentation très transformée, on va dire, industrielle, à tout ce qui est perturbateur endocrinien, colorant alimentaire, conservateur, et ils vont avoir du mal à éliminer plus que d'autres personnes toutes ces toxines-là qui vont se retrouver, passer au travers du tube digestif et se retrouver dans le sang et dans les muscles et qui vont faire qu'il y ait ces douleurs musculaires. Elles vont provoquer ces substances-là un état inflammatoire général qui va causer cette fatigue et qui sera chronique. C'est difficile de détecter il y a des examens qui seraient bien plus poussés qu'un examen général, mais encore une fois, ça relève plus d'une enquête, c'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de faire un bon interrogatoire pour voir que l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire de cette personne n'est pas vraiment comme il faudrait. Il y a aussi l'examen clinique qui fait qu'à certains points où le médecin va palper, va ausculter le malade, et il y a des points précis dans le corps qu'il va palper et qui vont causer des douleurs anormales, c'est-à-dire des douleurs musculaires, voilà, qui vont activer ces douleurs-là. Voilà. Et à l'interrogatoire, on va voir aussi qu'il y a le stress qui peut déclencher ce syndrome-là. Un stress important peut déclencher au travers du cortisol, car quand on est stressé, il y a cette hormone qui est sécrétée dans notre corps et qui est le cortisol, et qui, en excès, va perturber un petit peu nos hormones et induire cet état d'inflammation encore une fois. Alors, est-ce que l'alimentation peut un petit peu régler le problème? Oui, il y a des solutions, heureusement. Il y a des solutions qui font que, même si on ne guérit peut-être pas définitivement de tous ces signes-là. Qu'est-ce qu'il faut prendre dans ce cas? Voilà, mais on va alléger et soulager cette fatigue chronique et ces douleurs musculaires. Il faudrait se concentrer sur une alimentation anti-inflammatoire. Qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire? C'est une alimentation qui va contenir des oméga 3 qu'on retrouve encore une fois dans tout ce qui est poisson gras, jaune d'œuf, tout ce qui est voilà. On va plutôt les retrouver dans ces aliments-là et sur tout ce qui est antioxydants. C'est très important, les antioxydants, les fruits rouges, on va essayer de se concentrer sur ça, les légumes verts également, tout ce qui va nous apporter du magnésium. On a déjà fait toute une rubrique sur le magnésium, tout ce qui est chocolat noir et même supplémentation en magnésium parce que ça va beaucoup aider pour les muscles. Et
essayer d'ajouter à chaque repas, qui doit être toujours dans un cadre équilibré, une assiette santé équilibrée, des épices qui ont un effet anti-inflammatoire en nutrithérapie. Donc on va citer 2 épices, les 2 reines anti-inflammatoires, on va dire. Le curcuma, évidemment, la curcumine qui va avoir un effet anti-inflammatoire et qu'on va associer au poivre noir qui va activer son effet anti-inflammatoire, qui va faire que cette épice sera encore plus efficace de façon, c'est-à-dire comme quand vous rajoutez du sel sur votre assiette, il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus. Et la deuxième, c'est le gingembre, évidemment, en infusion sur vos plats à volonté. Le gingembre a aussi cet effet anti-inflammatoire. Et surtout, éviter, c'est plus l'éviction que ce que l'on va rajouter dans notre assiette. C'est éviter au maximum tous ces aliments transformés où il y a beaucoup de colorants, de conservateurs et surtout, la cause principale, c'était le sucre raffiné, c'est-à-dire le sucre blanc. Quand l'alimentation est trop sucrée, il n'y a rien de plus pro-inflammation que le sucre blanc. Donc essayez de faire en sorte de le diminuer au maximum pour les personnes qui souffrent de ça. Il y a aussi la gestion du stress, car on a dit que le stress avec le cortisol qui est élevé, ça va aussi aggraver les choses. Et donc il faut ça va être un peu plus difficile. Sur la respiration, sur avoir une activité physique aussi, surtout la natation. Tout ce qui est natation va avoir un effet bénéfique sur nos muscles. Et quand on parle de fatigue chronique qui est soulagée par le sport, etc., on a tendance à oublier que c'est aussi par la transpiration et l'élimination des toxines qu'on va se sentir mieux. Et pour ça, et pour détendre aussi les muscles, on va essayer d'inclure une habitude qui pourrait vraiment, sur le long cours, avoir un très bon effet. C'est les saunas, les hammams, la chaleur, c'est-à-dire essayer d'avoir cette routine d'aller souvent, régulièrement, on va dire pas souvent, au hammam, au sauna, avoir des bains chauds. Ça aide c'est beaucoup. Noté. Mais vraiment, il faudrait que ce soit régulier. C'est-à-dire que c'est pas, on le fait une fois et on oublie. Il faut vraiment que ce soit régulier pour soulager cette sensation de douleur musculaire, de fatigue grâce à l'alimentation, se sentir moins encrassé et recommencer à mieux vivre. C'est bien noté, Ania. En tout cas, je suis moins fatiguée. C'est bien. Votre présence suffit pour rebooster les personnes. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller à Tigijda. Ah, mais oui. Pour une initiation au ski. C'est ce qu'elle nous propose, Samia Bouharour, justement. Je vous remercie, Ania, pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vous propose d'aller à Tigijda avec Samia Bouharour. Vous allez voir, c'est très rigolo. Notre aventure nous a emmenés à Tigijda. Cet endroit magnifique pour contempler la nature sous un décor hivernal et admirer les hautes montagnes recouvertes de neige. Ajoutez à cela le plaisir de faire du ski. C'est ce qui a emmené Nour, Hakim et tous les membres du club Spirit Mountain de Batna pour pratiquer pleinement leur sport préféré dans le but d'être formés aussi par un professionnel. Président du club Spirit Mountain, Batna. Club sportif spécialisé dans les sports de montagne. Aujourd'hui, on est à Tigijda exact à Kouker avec la fédération de ski et sport de montagne, la FASM. On a une initiation de stage de développement ski à la région de Batna. C'est pas notre première fois ici à Tigijda. Des gens venaient déjà avant pour des randonnées, pour de l'escalade, etc. Pour cette année, le club a décidé de faire une petite formation en ski qui est dirigée par des formateurs professionnels qui sont de la Fédération algérienne de ski et de sport de montagne. On trouve ça très intéressant. C'est une valeur ajoutée pour nous, pour le club. Ces cours d'initiation sont aussi un moment d'amusement. On tombe et on se relève pour arriver à une bonne maîtrise de ce sport que les membres de ce club de Batna voudraient généraliser. Quand on dit Jbel, on dit Spirit Mountain. Donc Spirit Mountain, la spécialité c'est les sports extrêmes de montagne. Le plaisir et l'objectif c'est développer les activités sportives extrêmes
à la région, parce que معروف à la région بالجبل les grands montagniers. Donc عندنا deuxième au sommet à l'Algérie, Chilia, Ras Kelthom. Donc en espérant en développer les activités à la région. Quand il y a un club qui est un nouveau club, et automatiquement c'est à la fédération de les encadrer pour les faire avancer, parce que pour le moment ils n'ont pas des encadreurs. Alors c'est de notre devoir de les initier et de les former, et pour qu'ils puissent après se former eux seuls. Et pour goûter au plaisir du ski, on a même tenté l'expérience. Toutes ces personnes partagent la même passion de la glisse. Et être coaché par des pros éviterait certainement les dégâts pour ces snowboarders qui sont venus chercher le vrai sens de parcourir ces pistes en toute liberté. J'espère que tout va bien pour Samia Boualour. En tout cas, c'est très intéressant d'aller faire une initiation en ski. N'est-ce pas, mes invités, Akli, Faisal, Lies. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Akli Abrouche, architecte. D'ailleurs, vous n'êtes plus à présenter, Akli. Vous êtes un habitué de l'émission. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons avec nous aussi Faisal Kadour, président de l'association Diaspora. Vous êtes venu de l'autre côté de la Méditerranée pour un événement ici. On va y revenir tout de suite. Et Elias Gemroud. C'est ça, exactement. C'est très bien prononcé, exactement. Très bien. Donc, Lies, vous avez accompagné aussi l'association Diaspora que vous avez rejoint dans cette aventure et dans un événement que vous avez intitulé Innovation Day, n'est-ce pas, Faisal? Exactement. Donc, en quoi consistent ces journées? Et je rappelle qu'il y a eu signature d'une convention il y a quelque temps, et c'est ça qui a ouvert la porte à ce genre d'initiative. Exactement. En fait, cette on va initiative... rappeler, on va rappeler peut-être la création de l'association Diaspora. Oui, donc Diaspora, c'est une association qui a maintenant 2 ans. Qui s'inscrit en fait dans une démarche de contribution au développement économique de l'Algérie en mettant à disposition les ressources que nous avons à l'étranger, donc les ressources de la communauté algérienne établie à l'étranger. Donc dans ce cadre-là, Diaspora est focus uniquement sur un axe qui est le développement économique. Et ensuite, il y a différents leviers pour contribuer, et un des leviers et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets qui font un travail extraordinaire au sein des incubateurs de toutes nos universités ici en Algérie. Et d'où l'initiative de Innovation Day. Donc l'Innovation Day s'inscrit dans un cadre qui est beaucoup plus large. Il faut savoir que Diaspora a signé une convention tripartite. On voit des images d'ailleurs. Avec le CREA, le ministère de l'Enseignement supérieur et Diaspora. Dans le cadre de cette convention tripartite avec le ministère et le CREA, Diaspora a signé un partenariat avec la plus grande université algérienne qui est l'USTHB. Et c'est dans le cadre de cette convention avec nos partenaires de l'USTHB que nous avons organisé cette année, en 2025, 4 Innovation Day. Donc il y a le premier qui a eu lieu cette semaine, il y en aura un autre en avril, un autre à la rentrée à l'automne, et enfin on va clôturer en décembre. C'est quoi les axes? Quels sont les axes plutôt qui ont été abordés ou qui ont été traités avec les jeunes? En fait, dans les Innovation Day, il y a 2 parties. La première partie qui est ouverte, on va dire, au plus grand nombre des membres de l'incubateur, à tous ces étudiants-là. Ils sont au nombre de combien à peu près? Dans l'incubateur, il me semble, si on met tous les clubs scientifiques, etc., qui sont entre 150 et 200, d'après ce que m'a dit Madame Kassouri, qui gère l'incubateur Techinov.
Donc il y a une partie qui est assez globale et on met à disposition, donc on met à contribution des experts de notre communauté établie à l'étranger qui viennent partager, qui sont des professionnels, donc qui ne sont pas uniquement dans la théorie. Vous étiez combien cette fois-ci? Côté diaspora? Oui. Nous sommes 7. Vous êtes déplacés tous les 7 ici à Belgiouar pour... Après, il y en a un qui est arrivé hier parce que ça continue. Mais... il était prévu que ça soit 2 jours de formation. En fait, justement, vous avez prolongé. Exactement. En fait, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension où on met à disposition des experts qui viennent donner des conseils qui sont assez théoriques, etc., mais qui apportent un regard différent. Et ensuite, il y a une sélection au sein de TechInnov. Nous avons fait une présélection de 16 porteurs de projets. Et lors des 2 premières journées, nous avons sélectionné 6 porteurs de projets qui souhaitent avoir le label Startup, qui souhaitent développer des entreprises en Algérie. Et sur ces 6 startups que nous avons sélectionnés et que nous sommes en train de former, nous avons prolongé de 2 jours spécifiquement pour faire un travail spécifique sur leurs faiblesses, etc. Donc ils ont eu une formation très intensive sur tout ce qui est marketing et Elias va en parler beaucoup mieux que moi. Justement. Et aujourd'hui, ils vont échanger avec une start-up qui s'appelle Bisserha, qui a le label Startup et qui est justement dont les fondateurs, il y en a un qui vient de la communauté établie à l'étranger et un qui est établi ici. Donc il va leur partager leur parcours, donc ça va les inspirer. Et également aujourd'hui, ils vont avoir une surprise, ils ne le savent pas encore, mais il y a un grand industriel algérien qui va venir à leur rencontre. Ah, c'est magnifique. Donc Yes, vous avez pris part à cet événement. Quelle était la partie qui vous concernait? Alors la partie vraiment qui me concernait, c'était le développement en fait, de l'image de marque et vraiment donc, tout l'aspect marketing et vente du produit. Et quand je parle du produit, je parle du produit au sens large. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, étant donné que là, on était sur des startups qui ont vraiment des idées innovantes, en général, c'est des personnes qui sont très techniques. Donc, qui ont vraiment cet aspect vraiment technique où ils vont aborder le sujet en allant dans le détail du détail. Et c'est vrai qu'en général, pour le commun des mortels, on décroche un peu, on ne comprend pas trop justement où ils veulent en venir. Comment s'est faite la connexion entre les étudiants et les formateurs? Tout s'est bien déroulé. Ça s'est très bien déroulé. Pour l'aspect marketing, je sais que même moi, à mon arrivée, alors que ce soit auprès de l'USTHB et même du personnel de l'USTHB et les étudiants, on m'a clairement fait comprendre qu'ils aimeraient bien qu'on aille un peu plus loin justement sur cet aspect marketing et vente. Et après, en fait, l'échange s'est très bien passé. C'est une première expérience pour vous? Alors, pas vraiment. Dans cet aspect-là, vraiment d'accompagnement ici de start-up et de projets, oui. Après... En Algérie, j'ai parlé de l'Algérie. En Algérie, c'est la première, exactement. Donc, qu'est-ce que ça vous fait d'être embarqué dans cette aventure humaine? Moi, ça me fait toujours plaisir, forcément. Moi, j'avais intégré déjà Diaspora pour être justement dans ce sens. Et c'est vrai que pouvoir apporter son savoir-faire pour pouvoir aider justement ici la jeunesse algérienne qui a vraiment une volonté d'apporter de la nouveauté et des nouveaux projets. Forcément, ça fait toujours chaud au cœur d'un côté personnel, mais ça fait aussi plaisir de voir surtout au fur et à mesure des jours qu'ils retiennent aussi ce qu'on leur apprend, qu'ils essaient de l'appliquer. Donc il y a l'aspect humain déjà en direct avec les personnes et il y a un aspect effectivement plus global par rapport à l'Algérie Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces deux jours? En fait, on a l'aspect des 2 jours où déjà où j'avais essayé de réfléchir justement à comment aborder le sujet auprès de justement personnes très techniques. Et comme l'a dit Faisal, après ces 2 jours-là, la veille, enfin justement hier, on a fait un suivi personnalisé auprès justement des startups. Et ce qui était sympa, c'est que je leur ai fait un exercice un peu difficile. C'est vrai, mais c'est pour vraiment qu'ils puissent monter en niveau. Mais le bon côté, c'est que je les vois déjà mettre en application ce qu'ils ont vu sur les 2 derniers jours. Et ça fait plaisir parce qu'on voit vraiment qu'ils y mettent du leur et qu'ils prennent vraiment en compte ce qu'on leur dit. La relation entre l'université et l'entreprise, comment faciliter cette relation à travers notamment peut-être des applications ou l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup d'ailleurs.
Alors l'intelligence artificielle entre les entreprises et les universités. Comment faciliter cette relation entre l'université? C'est pas évident. C'est justement le but de cette convention tripartite avec le CREA et le ministère de l'Enseignement supérieur que Diaspora a intégré, c'est justement de rapprocher ces deux mondes, c'est-à-dire le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Et en novembre dernier, il faut savoir que beaucoup de syndicats professionnels, de spécialités au sein du CREA ont signé des conventions avec l'USTHB justement pour créer des synergies entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Parce que le but, c'est que ces étudiants au sens large, là on ne parle plus de l'incubateur, mais tous les étudiants algériens, in fine, beaucoup vont aller travailler dans le privé, au sein d'entreprises, de grandes entreprises ou des plus petites entreprises. Et les entreprises ont aussi des besoins qu'elles doivent exprimer. Et l'idée, c'est que ça matche pour justement créer de l'emploi, créer de la valeur pour le pays. Comment valoriser cet écosystème justement de l'entrepreneuriat? C'est en cours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a 5 ans, il n'y avait pas toute cette effervescence. Et là, on le voit depuis 3 à 4 ans. Il y a des journées internationales d'entrepreneuriat, il y a tout le travail que fait le ministère des startups, il y a tout le travail que fait le CREA, il y a les incubateurs universitaires, il y a tout un écosystème qui est en train de naître sous nos yeux. Et c'est un travail immense qu'on voit apparaître depuis, moi je le sens bien, depuis 2022. On sent qu'il y a une vraie dynamique. Akli Amrouche, vous connaissez très bien oui, tout à fait. ce monde, cet univers, j'allais dire. C'est vrai que depuis quelques années, on observe en tout cas une évolution très encourageante. Même le ministère de l'Enseignement supérieur s'y met aussi. Les universités, maintenant, la plupart, ils ont des incubateurs. Moi, personnellement, dans le domaine du bâtiment, je vois aussi des choses intéressantes qui se font. Notamment à l'école d'architecture de l'EPO d'Alger, où ils arrivent même à déposer des brevets et essayer d'avancer, voir un peu. Alors ce qui manque peut-être, c'est justement cette relation entre les jeunes apprenants, les jeunes étudiants en fin de cycle, souvent, avec les industriels. Ça ne matche pas encore assez bien, parce que c'est vrai que, comme disait monsieur tout à l'heure, le marketing est un élément essentiel. C'est comment... Alors, il ne suffit pas de faire le brevet, il faut après trouver l'industriel qui vous accompagne pour faire la production en série et essayer de commercialiser. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est... Ouais, ça va prendre du temps, mais en tout cas, le train a démarré, on va dire. C'est dans le bon sens. Oui. Voilà, c'est dans le bon sens. Oui, Faisal... Et même plus que, pour rejoindre ce que dit monsieur, tous ces jeunes-là qui sont dans les incubateurs n'auront pas tous être des chefs d'entreprise. Mais par contre, ils auront tous ils vont tous intégrer cette dimension entrepreneuriale qui va faire du bien à l'économie. Ils vont intégrer des groupes, certains seront salariés, d'autres vont essayer d'entreprendre aujourd'hui, ça ne va pas réussir, mais ils vont peut-être essayer dans 10 ans. Absolument. Et ils vont y arriver. Et donc ça crée, tout ça contribue à créer une culture qui va dans le bon sens. Et ça, il faut le saluer. Akli Amrouche, vous avez lancé déjà dans ce cadre, en parlant de jeunes étudiants et l'entrepreneuriat, la charrette d'or pour les étudiants, pour les jeunes architectes. Oui, on est à la 14e édition. C'est-à-dire qu'on avait commencé en 2007. Et aujourd'hui, c'est cette année, en 2025, donc c'est la 14e édition du concours national des jeunes architectes. Ce n'est pas seulement les étudiants, on accepte, c'est ouvert aux étudiants en fin de cycle. C'est pour les jeunes architectes qui sortent des universités, il y en a beaucoup. Et malheureusement, ils ne trouvent pas toujours des opportunités pour trouver des emplois ou de se mettre à leur compte. C'est très très compliqué pour eux. Donc la charrette d'or, elle est là pour répondre un petit peu pour ces architectes. On a beaucoup de candidats. L'année passée, on est arrivé à 500 candidats de tout le pays. Donc il y a 24 instituts d'architecture qui produisent finalement des diplômés en architecture. On a un extrait et ça sert aussi justement, ces journées, c'est des journées de réflexion, mais vraiment des conclaves comme ça sur des problématiques urbaines et architecturales qu'on essaye de travailler avec les jeunes. Et ce qui fait plaisir maintenant, c'est cette idée de start-up. Elle est présente tout le temps. C'est-à-dire que, je me rappelle, ça fait 2 ans,
on avait fait un concours, une charrette spéciale pour tout ce qui est architecture hors sol, c'est les maisons préfabriquées, tout ça. Et il y a eu un engouement énorme, hein, et les jeunes se sont mis ensemble à la fin vous parle, pour créer une ça. petite start-up. C'est pour ça que... C'est pas facile parce qu'ils sont très jeunes et donc il leur faut de l'accompagnement. Et donc on essaye un peu de les guider, bon, comme on peut, hein, et puis même... N'est-ce pas, Lies? Ouais, c'est ça, c'est complètement dans cette logique-là. Ouais. Alors la charrette, nous, c'est la charrette, ils produisent, c'est comme les hackathons, hein, c'est un peu ça. Hein, on a normalement un extrait un petit peu de l'événement de l'année dernière, je crois, si on peut le passer. Sinon, on va parler aussi il y a un autre événement ce week-end qui est prévu. Autour de l'architecture. Et justement, une grande partie vient aussi où les intervenants viennent de l'autre côté, exactement. De la rive. Tout à fait. C'est une rencontre assez particulière dans le domaine un peu de la digitalisation, on va dire, qui est là aujourd'hui et qu'on doit accompagner. Donc ça fait quand même... plusieurs années qu'on y pense. Le secteur du bâtiment, parce que moi je reste un peu dans ce secteur, est un peu à la traîne du point de vue digitalisation. Et donc on a pensé à faire une rencontre où on allait faire rencontrer l'ensemble des acteurs du bâtiment. On va voir ça tout de suite. On dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Et le bâtiment, c'est une chaîne. C'est une chaîne énorme. Hein. C'est tout le monde qui peut travailler. Pas seulement les architectes ou les urbanistes ou les entreprises, les promoteurs, les investisseurs, vous avez tout ce qui tourne autour de la logistique, l'emploi, enfin création d'emplois, tout ce qui est par exemple voyage, hôtellerie, tout ça. C'est un ensemble de services dont les professionnels ont besoin. Et on a imaginé une rencontre qui pouvait les rassembler tous. Et effectivement, cette Builders Confluence. En arabe, c'est Multaqa Rouad al-Bina. En arabe, c'est plus joli. Rouad al-Bina. Voilà, donc c'est pionnier, enfin les gens qui sont sur le terrain. On va voir ça, après on reviendra. Pas de souci. Énorme, il y a beaucoup d'intervenants. Oui, alors il y a plusieurs conférences au fait. Et beaucoup sur 3 jours nos amis de la diaspora, nos amis qui n'ont pas hésité hein, quand on les invite. Ils sont là, la preuve. Ils sont là et je pense qu'ils ont un rôle énorme à jouer dans ce pays. Parce que voilà, le chemin est encore lent et on a besoin de toutes les compétences. Et moi, je conseille à tout le monde d'aller ailleurs pour voir comment le monde fonctionne et aussi revenir et donner un peu de leur savoir-faire. Et donc, on a quand même pas mal de personnes qui viennent de l'étranger, mais aussi ceux qui sont ici, en Algérie. Qui sont des compétences aussi des compétences, reconnues. Bien sûr, reconnues. Il y en a qui commencent à mettre leurs premiers pas. Il y en a qui ont des agences, des architectes qui ont des agences à l'étranger, qui viennent s'installer en Algérie pour accompagner des maîtres d'ouvrage, etc. Il y en a aussi qui sont dans les nouvelles technologies, dans les smart cities, dans les smart buildings, etc. Comme Ali Ben Fattoum. Comme Ali Ben Fattoum, par exemple, des designers comme Mourad Oural, qu'on salue ce matin exactement, à l'occasion. Comme Yasmine Ben Blidia ou comme Hamza Rejai. Non, mais Gasmi, il est installé déjà, Gasmi. Oui, Chafir Gasmi. Il s'installe petit à petit en Algérie. Il a son bureau à Alger aussi. Qui a travaillé avec les grandes marques à l'étranger. Tout à fait, très connu à l'échelle internationale. Oui. Et il a quand même un savoir et un savoir-faire surtout immense et qui aimerait bien en faire profiter le pays. Je crois savoir, Faisal, que vous avez des architectes aussi avec vous. Et justement, votre représentant à Londres est architecte, Chafir Zalouki. Il fait un travail extraordinaire. Il est architecte à Londres et c'est lui le leader de notre antenne au Royaume-Uni. Il va y avoir un événement prochainement à Londres, justement. Oui. Donc chaque antenne chez nous, à l'étranger, se gère en fonction des besoins de notre communauté sur place. Et donc Chafik a accès sur l'accompagnement des étudiants algériens qui sont à Londres. Comme on le sait, à Londres, c'est une communauté qui est un peu moins importante qu'à Paris. Et donc, il y a beaucoup aussi d'étudiants qui viennent d'Algérie, qui vont là-bas et qui peuvent se sentir un peu perdus, qui n'ont pas de réseau, etc. Et Chafik a voulu axer ce premier événement qui aura lieu le 22 février autour et pour ces étudiants, pour leur donner des conseils, pour leur faire
avoir un réseau, etc. Et donc c'est une très bonne initiative. Donc l'appel est lancé pour notre diaspora à Londres. Bien sûr. Ça sera, on rappelle, le 20... Ça sera le 22 février. C'est où? Ça se passera où? Là, les informations, je ne les ai pas. C'est Shafir qui les a. Mais vous pouvez les retrouver sur notre LinkedIn, le LinkedIn de l'association. Il y a l'adresse email de Shafir et du contact à Londres. Et ceux qui sont intéressés, qui n'hésitent pas, que ce soit des gens qui sont très expérimentés, qui veulent donner à cette jeunesse algérienne établie à Londres, ou bien des étudiants qui veulent avoir un réseau et des conseils. De toute façon, c'est... Pardon. C'est le premier événement d'une longue série. Et justement, le deuxième objectif de l'association, c'est d'ouvrir des antennes un peu partout, là où il y a des Algériens. Exactement. Et on est très prudent, enfin très prudent. On veut avancer, mais on avance de façon prudente. Comme vous le savez, nous, on met un point d'honneur à avoir au sein de notre association des gens qui ont un très grand attachement au pays, qui sont là pour donner de façon bénévole, de partager des valeurs communes qui sont les nôtres. Donc, on choisit bien les leaders avant d'ouvrir une antenne. C'est facile d'ouvrir des antennes, mais il faut des gens qui partagent ces valeurs et c'est le plus important. Donc là, à Londres, on a une super équipe, des gens qui sont là pour donner, qui ne sont pas là pour tirer la couverture vers eux et qui sont là pour donner à l'Algérie et à notre communauté. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte, Yes? Cette expérience, ça me permet d'avoir justement cette contribution et de permettre aussi de faire rayonner, vous l'avez dit justement un petit peu tout à l'heure, il y a déjà des compétences en fait locales, mais parfois qui ont du mal à rayonner parce que soit les personnes n'osent pas trop se mettre en avant ou n'osent pas trop se valoriser. Moi, j'interviens un petit peu dans ce sens-là en disant mais il faut être courageux, il faut s'affirmer, il faut dire voilà, nous aussi on est capable de faire, vous avez des bonnes solutions, mettez-les en avant, mettez-vous en avant. Et en fait, de fil en aiguille, cette contribution, voir les personnes progresser, heureuses. C'est les principes des arts martiaux aussi. Ça vous donne aussi un petit côté très... je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, oui. En même temps, oui, comme vous l'avez dit, je suis prof justement dans les sports de combat. Donc il vaut mieux savoir ce qu'on veut quand on, quand on donne cours et quand on oriente dans ce sens. Oui. Et parallèlement, vous travaillez, je le rappelle, dans une grande entreprise. Oui, c'est ça. En fait, justement, j'interviens dans le marketing, mais moi, je suis moi-même en fait responsable marketing dans le leader en fait de la tech, du hardware et de la culture en France. Et justement, j'ai des pôles de marketing sur lesquels j'interviens avec un très large portefeuille de clients assez important. Vous avez croisé sûrement le chemin de jeunes comme ça, très déterminés mais je dirais avec beaucoup de volonté. Malheureusement ou heureusement pour eux, mais beaucoup de jeunes, par exemple, qui participent à la Charrette d'Or, s'en vont parce qu'ils ont de belles compétences. Moi, je pense que... Mais ces dernières années, quand même, on a remarqué qu'il y a beaucoup de retours quand même. Oui, même si on ne quitte pas le pays. C'est bien qu'ils aillent de l'autre côté pour voir ce qui se passe. Absolument. Ça serait bien qu'ils reviennent, surtout. Et moi, ce que... La preuve, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Faisal et Yes. Et moi, j'aimerais bien que notre diaspora aussi vienne sur le terrain aussi, ici, en Algérie, et pour faire de l'argent, pour travailler ici, c'est ça, en fait, qu'on attend. Beaucoup plus. C'est de l'investissement, c'est de l'engagement, parce que je pense que c'est important et c'est un pays à construire. Il y a énormément de choses à faire. Et il faut se mouiller la chemise aussi dans ce sens, sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on a plein de difficultés. C'est pas facile toujours, la vie n'est pas rose, mais il y a des possibilités aujourd'hui énormes. Tout est à faire encore en Algérie. On a un pays continent. Donc, il faut qu'on mérite notre territoire, il faut qu'on investisse. Aujourd'hui, il y a de très grands projets structurants. Quand vous tirez le rail, ça veut dire que vous tirez le chemin du développement et c'est la porte ouverte à de nouvelles villes, à de nouveaux projets, à de nouveaux investissements. Peut-être qu'on ne s'attendait pas sûrement sur pas mal de choses, mais il faut être sur place et il faut oser, comme disait monsieur, et aller de l'avant, proposer des projets d'investissement, on en a besoin. Et voilà, donc moi je pense qu'il y a un projet national qu'il faut mettre en place, il faut un mouvement. Un mouvement solidaire avec les gens qui sont en Algérie, qui bataillent tous les jours, et aussi les gens de la diaspora.
on a besoin de leur aide. Et c'est pour ça qu'on leur fait appel et ils viennent toujours avec grand plaisir. Ils viennent travailler main dans la main. Je trouve qu'ils, voilà, parfois, ils ne savent pas comment faire. Il n'y a pas peut-être les codes, il n'y a pas un mode d'emploi précis. Il y a beaucoup d'appréhension, on ne sait pas comment, on entend parler de contraintes bureaucratiques, mais tout ça c'est rien, il faut juste s'allier avec des personnes, avec de la confiance et créer des sociétés, créer des entreprises, essayer de développer. Aujourd'hui on parle d'exportation, il faut produire ici, on a tous les moyens. En tout cas, de produire des choses ici et de les exporter. Et ça, voilà, moi je vois les choses comme ça. C'est que, je ne sais pas, nos amis de la diaspora, mais je pense que voilà, l'implication, elle doit aussi, il faut encourager les jeunes aussi. Je suis totalement d'accord. Il faut créer, moi j'utilise souvent un mot, c'est créer des synergies en fait entre tous les Algériens, peu importe où ils sont, il faut qu'on s'entraide. Et la finalité, c'est quoi? C'est de développer le pays pour les Algériens. C'est ça la finalité. Des projets, Faisal, avant de terminer? Des projets, c'est-à-dire Diaspora, prochainement, perspective, il y a autre chose? Il y a déjà tous les Innovation Day qu'on est en train de mettre en place. Mais de l'autre côté, il y a aussi des événements. De l'autre côté, ce qu'on essaie de faire beaucoup plus, c'est, il y a deux axes. Le premier, c'est d'amener des grands industriels algériens à la rencontre de notre communauté établie à l'étranger. On l'a fait récemment avec Samir Yaissi, le patron des eaux Saïda, qui est venu à la rencontre de notre communauté établie à l'étranger pour justement leur porter ce discours. Venez investir en Algérie, voici tous les avantages, voici les dispositifs qu'a mis en place l'API, etc. Et donc c'est un discours qui est très très impactant. Donc on essaie de faire ce type de rencontre une fois par trimestre, chaque 2 mois, où il y a un industriel qui vient parler à notre communauté. Donc ça c'est ce qu'on fait là-bas. Et l'autre axe, c'est aussi accompagner, comme le disait aussi monsieur, des gens de notre communauté qui souhaitent venir s'installer. Parce que l'envie est là, mais des fois il n'y a pas de visibilité. Et nous pouvons leur apporter cette visibilité parce que nous avons aussi créé un canal de confiance entre la communauté établie à l'étranger et l'Algérie à travers notre partenariat avec le Conseil du renouveau économique algérien. Lies, des projets à titre personnel? À titre personnel, oui. Je ne vais pas forcément m'avancer beaucoup dessus, mais oui, effectivement, il y a des projets. Mais moi, je suis complètement d'accord avec la vision. C'est-à-dire que nous, justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'investir auprès des personnes qui sont là. Mais nous aussi, on va s'investir nous-mêmes tout court. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser la question que m'apporte l'État. Non, il faut venir soi-même et investir. C'est que le marché est là, il est ouvert et c'est leur pays, leur famille ici. On rappelle rapidement, Akli Amrouche, l'événement. Alors l'événement, il se déroule au patronage de monsieur le ministre de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises, monsieur Nod Enouada. Donc c'est le 22, 23, 24. Il y a des conférences en non-stop pendant les 3 journées. Et l'objectif principal, c'est d'essayer de regrouper tout ce beau monde du bâtiment autour de plateformes digitales pour qu'ils restent en contact entre eux et pour qu'ils puissent faire du business toute l'année, apprendre toute l'année, parce que voilà, c'est un côté qu'on essaie de ne pas négliger. Et donc ceux qui viennent pour les 3 jours, ils seront servis avec vraiment des conférences de très haut niveau, des conférences d'experts, notamment ceux de la diaspora, qui vont venir nous animer toutes ces journées, et puis aussi des conférences techniques très intéressantes pour qu'on voit un peu l'état de l'industrie. Il y a beaucoup de fabricants algériens, des sociétés qui produisent en Algérie, qui ont d'excellents produits, qui sont vraiment prêts à exporter aussi, mais bon, il faut connaître aussi, faire connaître ces gens-là. Beaucoup de startups, notamment ceux de l'université, qui viennent, qui exposent aussi leurs nouveautés. C'est encourageant. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. On est là pour vous accueillir dans une scénographie très particulière et très cosy. On sera au rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup à vous 3. Merci Faisal Kadour. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Diaspora. Lies Gemroud, vous faites partie aussi de l'association Diaspora, mais vous êtes aussi spécialiste en marketing marketing, rappelez-moi aussi. Marketing, communication. Et communication. Et Akli Amrouche, architecte. Et vous avez toujours la revue Vie de Ville, la revue d'architecture, 20 ans maintenant.
Bravo. Ouais. Pour terminer, je vous propose, messieurs, de regarder ces images du sud du Sahara, de très belles images.